la France et le Royaume-Uni font appel à leurs troupes coloniales. 172 000 Algériens, soumis à la conscription depuis 1912, rejoignent les rangs de l'armée française. 160 000 tirailleurs sénégalais sont aussi recrutés dans toute l'Afrique noire française et renforcés par des troupes venues d'Indochine, du Maroc, de Tunisie et de Madagascar. Le gouvernement français valorise largement ses troupes indigènes, notamment ceux que l'on appelle la force noire. Mais dans les colonies, les recrutements, d'abord volontaires, se font vite sous la contrainte. Ils provoquent partout des tensions et parfois des soulèvements, comme en Algérie ou en Haute-Volta, l'actuel Burkina Faso. Fin 1914. Pour répondre à l'effort de guerre, on utilise des milliers de réfugiés belges. Ils viennent renforcer le recrutement des femmes affectées dans des secteurs industriels nouveaux pour elles. Le gouvernement décide alors de faire venir des travailleurs de pays alliés ou neutres. L'immigration du travail entre alors dans l'ère du recrutement organisé. La carte de travail devient obligatoire. C'est la fin de la liberté de circulation. Au total, plus de 400 000 immigrés sont recrutés, les 2 tiers pour l'industrie et 1 tiers pour l'agriculture. Le gouvernement français fait également venir des travailleurs de ces colonies. À partir de 1916, l'armée organise leur recrutement. La France a plus que jamais besoin de main-d'œuvre étrangère. Elle a perdu 1 300 000 hommes au combat et le pays doit faire face aux nécessités de la reconstruction. En 1919-1920, l'État français signe des conventions d'immigration avec plusieurs pays surpeuplés d'Europe, la Pologne, l'Italie et la Tchécoslovaquie. Ces conventions garantissent l'égalité des salaires et le bénéfice des lois de protection sociale. Les contrats de travail obligatoires fixent les conditions d'emploi et de rémunération. Pour lutter contre la crise démographique, le Parlement adopte en 1927 une loi qui facilite l'accès à la nationalité française. Il suffit désormais de 3 ans de séjour, au lieu de 10, pour pouvoir déposer une demande de naturalisation. Et la Française qui épouse un étranger n'est plus obligée de prendre la nationalité de son mari. Alors nous allons procéder au mariage de monsieur Sertour Georges Allais et de madame... En ce qui concerne le recrutement, l'État s'en remet au secteur privé. La toute-puissante Société Générale d'Immigration, qui représente les intérêts patronaux, joue un rôle majeur dans la recherche, la sélection, le transport et le placement de quelques 500 000 ouvriers et ouvrières issus d'Europe centrale. Jamais le nombre d'étrangers n'avait autant augmenté en aussi peu de temps. D'après les statistiques officielles qui sous-estiment la réalité, le nombre d'étrangers double presque en 10 ans. Il approche en 1931 3 millions de personnes, soit près de 7% de la population. La France figure désormais au premier rang des pays d'immigration, devant les États-Unis qui se ferment avec les lois des quotas. Quand la crise économique touche la France à l'automne 1931, la xénophobie gagne toutes les couches de la société. Dès 1932, une loi contingente l'emploi des étrangers dans l'industrie. On renvoie chez eux de nombreux chômeurs, des Portugais car ce sont les derniers arrivés, et des Polonais par trains entiers. Pendant qu'ils repartent dans l'indifférence générale, d'autres étrangers viennent se réfugier en France. Anti-nazis, juifs venus d'Allemagne, d'Europe centrale et orientale. Républicains espagnols. L'accueil est plus que froid et l'antisémitisme s'aggrave. Ceux qui sont autorisés à vivre en France trouvent difficilement du travail. Sous la pression des médecins, des avocats et des musiciens, le Parlement adopte des lois de préférence nationale qui interdisent à ces réfugiés l'exercice des professions libérales. Pour Vichy, les étrangers sont des indésirables.
Le régime engage des procédures de dénaturalisation contre certains d'entre eux, en particulier les Juifs venus d'Europe de l'Est. Les étrangers considérés en surnombre dans l'économie nationale sont rassemblés dans des groupements de travailleurs étrangers. Ils seront, comme les travailleurs coloniaux, utilisés par l'occupant allemand. Les Juifs étrangers connaissent un sort tragique. Un décret d'octobre 1940 rend possible leur internement sur simple avis préfectoral. Les premières rafles ont lieu en mai 1941. En 1942, à partir de la mise en œuvre de la solution finale par l'Allemagne nazie, elles prennent un caractère massif, comme lors de la rafle du Veldiv, les 16 et 17 juillet 1942. Vient alors le temps de la déportation et de l'extermination. La répression vise désormais sans distinction les Juifs français et étrangers. Des étrangers s'engagent très tôt dans la résistance et y jouent un rôle important. Les Polonais et les Italiens sont nombreux. Ils combattent pour la France, mais aussi pour la liberté de leur pays. Plusieurs milliers de républicains espagnols poursuivent un combat commencé en Espagne en 1936. Ils espèrent alors que la victoire sur le nazisme entraînera la chute du régime franquiste. Des travailleurs et des soldats coloniaux qui ont échappé à la défaite viennent grossir les rangs de la résistance. Les communistes étrangers de la Moye figurent au premier rang de la lutte armée. Ils sont actifs dans la guérilla urbaine, les maquis et la propagande. Je m'étais engagé dans l'armée de libération en soldat volontaire et je meurs à 2 doigts. Ils seront les premières victimes de la répression, stigmatisés par l'occupant nazi. Au moment de mourir, je proclame que je n'ai aucune haine contre le peuple allemand et contre qui que ce soit. Mais la célèbre affiche rouge, qui voulait dénoncer les hommes du groupe Manoukian comme des terroristes, en fera des héros morts pour la France.